j'ai l'impression que les filles, elles sont plus attirées par les Tismé, les Renois et tout que par les blancs. Vers 15-16 ans, j'avais fait, plus vers 16 ans, j'avais fait des injections aux lèvres. Et c'était une meuf russe qui m'avait proposé une collab. Aïe, 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 t'as vu une injectrice illégale? Et j'étais jeune. Mes parents, ils ont dû me faire enfermer de force à hôpital psychiatrique pour tentative de... Ah, je pense que je vais pleurer. Action. Action, elle est déjà dans l'action. Bonjour Léa, comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah oui, super, on s'était vu il y a quelques temps maintenant, à la suite de ta participation à l'île de la Tentation. On s'en souvient, Ina t'avait mis le collier, mais toi t'avais décidé de dragouiller Hugo. Aujourd'hui, comment ça se passe les amours? T'as quelqu'un, t'as personne, tu fréquentes? J'ai rencontré quelqu'un. Ah, bah dis donc. Mais je suis pas en couple ou quoi, là c'est un petit flirtouille, parce qu'il habite pas sur Paris. Et il vient me voir normalement là dans 18 jours. On le connaît? Non. On le connaît pas, tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré en boîte, il est venu me parler, je l'ai pas du tout calculé ce soir-là. Quand tu travaillais? Ouais. Non, même pas, c'était le dernier jour parce que je suis partie au Maroc pour travailler. Je suis partie à la fraîche avec des amis à moi et pour voir Dadju. Voilà, donc j'étais en train de pleurer sur mon cœur, il est détruit et tout. Et à la fin de la soirée, il y a un garçon qui demande du coup à un chef de rang mon contact. Il lui dit est-ce que tu la connais, etc. Et il est venu me dire est-ce que je peux lui donner ton numéro, machin et tout. Je lui ai dit écoute, c'est un grand garçon. Si jamais il veut venir me parler, bah il vient. Et c'est ce qu'il a fait. Et je ne l'ai pas calculé. On ne s'est pas beaucoup parlé au début. Et je ne sais pas pourquoi, avec le Maroc, je suis tombée malade et tout au Maroc, enfin en revenant du Maroc. Et depuis, ça fait bien genre 10 jours, on se parle à longueur de journée, on s'appelle. Hier, je suis sortie en boîte, j'ai passé ma soirée au téléphone avec lui. Et je suis comme une enfant de 8 ans. T'es amoureuse? Non. Enfin, une enfant de 8 ans, je suis pas sûre qu'elle ressente ça. Hein. Non, non, mais je suis pas amoureuse, mais je l'aime bien. C'est la première fois depuis Arthur que mon cœur s'est un petit peu réouvert. D'ailleurs, Arthur, il t'en a voulu ou pas d'avoir parlé de votre relation? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai pas de nouvelles de lui depuis un bon moment maintenant. La dernière fois que j'avais eu des nouvelles de lui, c'est quand il avait eu une conversation. Il s'était parlé parce que Arthur et Valentin travaillent à Summerox. Donc Arthur, Summerox Salou et Valentin, Summerox Yoré. Et Valentin a dit coucou, j'ai soulevé ta meuf, tu m'en veux pas? Et du coup, j'ai eu Arthur qui m'avait appelé en me disant j'ai encore appris des trucs sur toi. Machin. Je pense qu'Arthur, j'étais tellement bloquée dans cette relation, il y avait vraiment que lui. J'étais tellement folle amoureuse de lui qu'il n'aurait pas pu imaginer qu'un jour, entre guillemets, je passe à autre chose ou que je fréquente quelqu'un d'autre. Et surtout quelqu'un d'autre qu'il connaît, entre guillemets, à l'occurrence. Je pense que ça l'a un petit peu piqué dans son ego. Non, en fait, je te demandais, Léa, si tu avais rencontré quelqu'un parce que je suis tombée sur une vidéo sur ton compte Instagram. Tu as participé à une émission qui s'appelle Don't Stop Love. Le concept, j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, tu rencontres des prétendants, mais à l'aveugle, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas. C'est ça. C'est en fait, on est dans un studio, etc. Et en fait, on a 2 prétendants. Enfin, moi, je suis venue pour 2 prétendants. Enfin, les prétendants sont venus pour moi, plutôt. Et non, ça menait à rien. C'est la 2e fois que je fais cette émission. Ben oui, parce que tu demandes à un moment donné les origines de ton prétendant. Il te répond « je suis antillais » et toi, cash, tu lui réponds « trompeur ». Ah oui, mais j'ai le cœur brisé et on me met un entier. Mais franchement, quel rapport entre l'origine, c'est-à-dire d'être antillais, et être trompeur? Alors franchement, ça a été prouvé, je pense. Scientifiquement, je pense pas. Peut-être pas scientifiquement, mais en règle générale, les Antillais, ils ont vraiment la tchatche. Et ils tchatchent beaucoup de personnes en même temps. T'en as fréquenté? Peut-être pas moi forcément, là j'ai pas des idées en tête, mais en règle générale, tout ce qui est Tismé, Renoir et tout, c'est des bons charbonneurs. C'est cliché, ma chérie. Ah c'est ouais. cliché. Oui, bon, il y a aussi, oui, mais quand même, parce qu'en plus, j'ai l'impression que les filles, elles sont plus attirées par les Tismé, les Renois et tout, que par les Blancs. Pourquoi? Je sais pas, le flow, je pense. Oui, mais par contre, c'est cliché de dire que eux tromperaient plus que d'autres. Non, mais c'est l'image. On est joué un petit peu aussi pour les caméras. Je savais que c'était filmé, je savais que ça... Voilà, et c'est sorti instant, c'est moi et mon humour. Parce qu'en vrai, l'origine, elle n'a pas d'impact sur la Non. fidélité. Non. Non. C'était juste, je pense, voilà, c'est sorti, c'était le truc drôle à la Léa.
À la Léa, bah tiens, ou à la Natania peut-être. Je suis tombée sur un TikTok que vous avez partagé toutes les deux. Je voulais savoir comment vous vous étiez retrouvées pour faire ce TikTok, sachant que beaucoup d'utilisateurs des réseaux trouvent que vous vous ressemblez. Oui, alors faut savoir que Natania est née le 24 juillet. Pas la même année que moi, mais je suis née le 24 juillet aussi. Ok. Et c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Depuis que je suis petite et depuis qu'elle a été connue sur les réseaux, on m'a beaucoup comparée à elle. C'est-à-dire beaucoup t'appeler Natania? Quand il y a écrit Natania, des fois, il sortait des vidéos de moi sur TikTok. Enfin, parce que les gens l'identifiaient sûrement en dessous mes vidéos, etc. Et en fait, un jour, je suis au Starbucks du 16e avec mes amis et je la croise. Et en fait, on se fixe vraiment, genre ex-contact, on se regarde. Et je pense, en fait, on s'est dit toutes les deux, mais enfin, c'est dingue quand même. Il y a beaucoup de traits qui se ressemblent et tout. Et en fait, du coup, je lui ai proposé de faire une vidéo parce que tout le monde me dit que je lui ressemblais et que je me suis dit que ça serait marrant pour mes réseaux. Et voilà. Et vous avez papoté un petit peu? On a parlé rapidement, mais après, elle était avec son chien, j'étais avec mes amis, c'était assez vague. Et après, on ne s'est jamais recroisés. C'est un compliment? Oui, elle est très belle. Toi, Moi, tu le prends comme un compliment? Oui. Ouais, franchement, je la trouve très jolie. J'aime bien ses principes, etc. Sa manière d'être, etc. L'ultra-sensibilité. Donc, c'est un peu comme moi et tout. Je trouve qu'il y a plein de points où je me retrouve assez facilement en elle. Mais t'étais petite alors à l'époque où elle avait fait Les Anges? Oui. C'était il y a, je pense, bien 4-5 ans. Ah oui, au moins 5 ans. C'était en 2018, je crois. Donc, il y a 7 ans. Je crois. Ouais. 2019, grand maximum. Hein. J'avais 13 ans. 13 ou non, 14. c'est en 2018, ouais, c'est ça. 13 ou 14. Non, j'ai 20 ans, j'allais avoir 21. Ouais, j'avais 13 ans, j'allais avoir 14. Et déjà, à cette époque-là, on te disait, du haut de tes 13 ans, ah, tu ressembles à la fille qui est dans Les Anges. Pas directement, mais je pense à peu près quelques mois plus tard, vers 15-16 ans, plus vers 16 ans, j'avais fait des injections aux lèvres. Maintenant, je tiens à préciser qu'elles sont naturelles. Voilà. Attends, à 16 ans, t'as fait des injections aux lèvres? Ouais, mais c'était à l'époque où ça venait un peu de faire le buzz, et c'était une meuf russe qui m'avait proposé une collab. Aïe, 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 t'as vu une injectrice illégale? J'étais jeune. Bah oui, mais c'est justement, c'est là où elles ont une responsabilité, oui, ces injectrices illégales. Parce qu'en plus, je sais pas si c'est pas légal parce qu'elle avait un diplôme. Ah. Non. Parce qu'elle a un compte Insta et tout. Non, mais par contre, elle a un vrai compte Insta, etc. Oh, j'en doute pas. Avec diplôme et tout. Et je crois qu'elle était vraiment médecin, etc. Genre, elle était en... Bon, après, je sais pas, on peut pas réellement savoir. Oui, mais c'est ça le problème. Bon, c'est important aussi de le dire, hein, parce que ça ressemble à de la pratique illégale de la médecine. Je dis bien, ça ressemble à de la pratique illégale de la médecine. Parce que même, c'était dans un cabinet médical. Hein. C'était dans un truc avec plein d'autres médecins, pas forcément que les injections, mais c'était dans un beau institut, etc. Mais il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est important de vérifier que ce soit bien un médecin. En fait, c'est important de faire cette démarche, de le vérifier. Il peut y avoir plein de possibilités. Doctolib, par exemple. Bah oui, ou d'autres sites. Tu tapes le nom et tu vérifies si la personne, elle est bien médecin. Parce qu'il faut que ce soit pratiqué par un médecin ou alors par un dermatologue. Désolée de faire mon vieux papy. Hein. Oui, non, mais moi, en plus, j'ai mon cousin enfin, le cousin de ma mère, donc mon grand cousin, qui fait les injections, etc. Et qui me les a enlevées. Donc, j'ai enlevé 2 fois. Donc là, c'est naturel, même si on ne dirait pas. Pourquoi tu dis même si on ne dirait pas? Parce que tout le monde est persuadé que j'ai des injections encore et que je fais des injections, même avant que j'en fasse, quand j'avais genre 12-13 ans, on me demandait si j'avais des injections. Ça veut dire que tu as naturellement les lèvres galbées. Oui, mais là, elles ont beaucoup rapetissé. Enfin, rapetissé, non, mais c'est que au fil du temps, ça s'est bien résorbé. Là, j'ai vraiment plus rien. Là, c'est overline. Hein. J'ai triché avec le maquillage, mais j'ai envie de refaire un petit peu. Ah, t'appelles ça overline? Ouais. Et pourquoi t'as envie de refaire un petit peu? Parce que, en fait, je suis tombée sur les vidéos d'il y a 1 an où c'était encore un petit peu bombé. Et c'est pas vraiment grossir, c'est juste que, par exemple, cet effet-là, je le veux même sans maquillage. Sans l'overline? Ouais, c'est ça. Je le veux sans maquillage parce que j'adore les grosses lèvres, mais je veux pas avoir la bouche de canard. Je veux vraiment, genre, même mettre peut-être 0,3. Pas l'histoire de grossir, juste l'histoire que ça soit un peu bombé. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça, je l'entends souvent, c'est chez les très, très jeunes. Hein. Ouais. C'est terrible, hein, je trouve. Pardon. Ou alors je suis peut-être trop vieux maintenant. Mais c'est que maintenant, c'est tellement devenu banal. C'est-à-dire, vous avez les termes.
Ouais. Vous avez les termes, genre à 14, 15, 16 ans, vous avez les termes. Non, mais plus tard, je me mettrai un 0,4 ou un 0,3. Wow! Mais après, moi, je connais surtout parce que j'ai fait. Donc, je sais, par exemple, avant, je mettais presque. La première fois que j'ai fait, j'avais mis 1 millilitre. Mais 1 millilitre avec des lèvres comme ça, quand même, même si j'ai un petit peu overline. Enfin, mes lèvres sont déjà grosses naturelles. Ça devait être énorme. Mais j'ai des vidéos, t'as peur? Ah, faut que tu m'envoies. Ah, je vais t'envoyer. Ah, faut que tu C'était m'envoies. Ouais, on peut les horrible. mettre. Ah oui, oui. J'ai la vidéo où, en fait, où je pleure parce que je venais de faire, d'enlever, ou c'était juste avant. Mais en fait, je me rends compte que j'ai une bouche comme ça. Enfin, franchement, c'était vraiment pas beau. C'est beaucoup mieux comme ça. Et combien de temps t'es resté avec ce volume-là? Bien 2-3 ans, 2 ans. De mes 16 à mes 18, 18 et demi. Et donc, t'as dû faire l'antidote, j'imagine, le hyaluronidas pour l'enlever. Exactement. Et je l'ai fait 2 fois parce que je trouvais qu'il y avait tellement, en fait, que ça n'était pas parti entièrement. Donc je l'ai fait 2 fois pour être sûre et pour dire que je suis naturelle au niveau du visage. Au niveau du visage. Au niveau du visage. J'ai juste la poitrine qui est refaite. Mais c'est à cause d'une malformation. Ça n'a pas été un choix. J'ai pas augmenté. Au contraire, j'ai enlevé. Donc j'ai beaucoup de cicatrices au niveau de la poitrine. Ouais, qu'est-ce que t'as eu? Alors, je me suis rendu compte quand j'étais jeune, ça tombe 1 cas sur 1 million. Et naturellement, c'est tombé sur moi parce que je suis super chanceuse comme fille. Et en fait, j'ai la poitrine une malformation. Il y en a un qui était, tu vois, le mur. Ouais. C'était comme ça. Et l'autre qui faisait du E. D'accord. Donc à 13 ans, quand je devais avoir ma puberté comme tout le monde et se découvrir, moi, je l'ai très mal vécu parce que je me sentais pas femme. Parce que j'ai pas vécu ma puberté comme tout le monde, parce que j'avais clairement un sein sur deux. Donc quand je partais en en colonie, etc., j'avais des maillots de bain spécial avec une prothèse extérieure. Et à 14 ans, j'ai eu ma première opération de chirurgie réparatrice, où du coup, on a dû enlever, parce que déjà, même, c'était pas beau, ça faisait vulgaire d'avoir un énorme sein, surtout que j'étais assez skinny. Et du coup, on m'a mis une prothèse seulement dans un. D'accord. Et À quel âge? À 14 ans. C'est de la chirurgie réparatrice. Ah oui, donc oui, c'était oui. pas esthétique. Et étant donné que c'est la peau des deux ne sont pas pareilles, étant donné qu'il y en a un qui était un sein naturel, et du coup ma peau a craqué avec des vergetures, etc., ça a un petit peu lâché. Et du coup, j'ai dû me refaire opérer l'année dernière. Mais là, c'était un choix de ma part. J'aurais pu attendre un petit peu, mais je voulais pas parce qu'il y avait avec les hormones, etc., mon sein de mes 14 à mes 21 ans bientôt, il a augmenté, ce qui est logique. Donc celui qui faisait du E. Exactement, qui était descendu un gros C, avait recommencé à reprendre un bon D. Et en fait, c'était pas la même taille. Et du coup, je les ai juste remis à la même taille et j'ai enlevé encore un petit peu. Mais parce que c'était trop gros. comment tu l'as traversé tout ça, Léa, au moment de l'adolescence? Je l'ai très mal vécu. C'est que j'ai pas vécu mon adolescence comme tout le monde. J'imagine. C'est que déjà, par exemple, pour ma première fois, etc., pendant plusieurs années, je voulais pas accoucher sans sous-vêtements. Ouais. Sans le haut, du moins. Ta première fois, c'était à quel âge? C'était à 17 ans ou 16 ans. J'allais sur mes 17 ans. Et t'avais fait déjà ton opération réparatrice? Oui, mais je n'assumais pas quand même. T'assumais pas quand même parce que c'était pas homogène. C'est ça. Et même, on ne sait pas vraiment ce qu'un garçon pense. Oui. Quand on se regarde, on pense que dès qu'il y a le moindre défaut, c'est ça. Voilà. Donc non, très compliqué pour moi au début. J'ai eu besoin de beaucoup de confiance. J'ai besoin de vraiment beaucoup de confiance pour tout enlever, même encore aujourd'hui. Tu le vivais comment? Tu le vivais comme un handicap? Tu le vivais... Pas comme un handicap, mais en fait, j'avais l'impression d'être cassée, de ne pas être finie. Je me disais, mais en fait, dès qu'il y a quelque chose, c'est pour ma pomme. Et même, quand même, la poitrine, le corps, c'est pour une femme, pour tout le monde, mais je trouve ça quand même super important. La poitrine, c'est très sexualisé, etc. Je m'habille assez sexy. Donc, à chaque fois, par exemple, les maillots de bain, les triangles, etc., je pouvais pas commander sur Chine ou comme toutes les filles qui commandaient plein de maillots, ou même je suis obligée d'essayer un maillot ou d'essayer un haut à chaque fois pour être sûre que la différence ne se voit pas. Et ça, ils le savaient, les copains de classe, les copines? Non, personne. Tu le cachais très bien? Je le cachais très très bien. Au début, avant qu'on ne savait pas que ça existait les prothèses externes, je mettais des chaussettes dans un.
pour pas que ça se voit. Donc, par exemple, mon premier copain, quand j'ai eu, je crois que j'avais son mes 17 ans. C'était à quelques semaines, je pense, de mes 17 ans. Au début, voilà, on commence à se découvrir. Il m'avait touché à la poitrine et il se rend compte que... Enfin, avant mon opération. Donc, c'était avant. Donc, c'était pas à 17 ans. Mais bon, j'ai eu des copains avant et par exemple, on commence un peu à se tripoter, on touchait ma poitrine. Et au début, une fois, je me rappelle, on m'a dit « Ah, c'est tout dur ». Et il m'a jamais revu. Et ça, tu l'avais vécu comment de ton jeune âge? Ben, je l'ai mal vécu. C'est qu'en fait, je comprenais pas pourquoi tout le monde avait une belle poitrine, etc. Et que moi, c'était tout vergituré. Pourquoi il y en avait qu'un sur deux. Et en fait, c'était surtout dans l'incompréhension. Et tu as une explication médicale à ça? Non, c'est comme une malformation. Il y en a qui ont un bras en moins ou des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent. C'était pas héréditaire? Non. Peut-être que ça c'est dû aussi avec des antécédents de cancer du sein dans ma famille. C'est possible que ça ait un lien. Maintenant, j'ai pas voulu aussi spécialement chercher. C'est comme ça, donc en fait, trouver une raison, ça changera rien au fait qu'il y en a un qui n'est jamais arrivé, quoi. Il y en a qui te charriaient avec ça quand ils le savaient ou pas? Non. Non? Je pense que c'est pas quelque chose, c'est assez tabou quand même comme conversation à avoir. Donc c'est pas quelque chose... Ouais, puis tu devais garder ça comme un secret. C'est ça. Et surtout qu'en règle générale, quand je préfère le dire avant de coucher avec un garçon. Quoi qu'il arrive, quand je fréquente quelqu'un, avant de passer à l'acte, j'en parle. J'ai plus aucun tabou. Aujourd'hui, tu le dis plus? Si. Tu le dis encore? Ouais. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, je le dis. Malgré l'opération que tu as faite l'année dernière? Parce que c'est pas les mêmes, quoi qu'il arrive. Pourquoi c'est pas les mêmes, quoi qu'il Parce qu'il y en a arrive? un qui est naturel et l'autre non. Donc même en termes de sensations, etc., j'ai pas envie d'aller avoir la conversation gênante dans un moment intime. On se dit, oh, c'est pas pareil. Ouais, donc ça te rassure de le dire avant. Ouais. Et c'est une étape de le dire? Quand même. Un peu, hein. C'est parce que je me dis pas demain je vais coucher avec quelqu'un, donc je vais lui en parler dans 3 jours. C'est souvent dans le feu de l'action, etc., où il y a un petit moment où je stoppe, où on en parle. Donc quand même, en parler, c'est pas le moment, entre guillemets, adéquat ou quoi. Donc, Et tu as vu des spécialistes? Est-ce qu'on t'a laissé des options? Est-ce qu'on t'a dit peut-être que tu pourrais mettre 2 prothèses dans les 2 seins pour qu'ils soient identiques? Tu as cette option-là? Oui, mais en fait, le problème, c'est que ça ne sera jamais identique, étant donné que c'est pas... Vu qu'il y en a un qui était construit de toutes pièces, l'autre, non. Donc moi, j'aimerais bien avoir des seins parfaits, refaits, etc. Mais pas du tout, en fait. C'est que ma peau lâche à chaque fois que j'ai vergiture. En plus, là, dû à ma grossesse, j'en parle même pas. Donc, je dois me refaire opérer. Donc c'est quand même... tu dois te refaire opérer de la poitrine? Depuis la grossesse? Oui. J'ai pris rendez-vous... Enfin, c'était même un petit peu avant, puisqu'il avait... mon sein, en fait, a lâché parce qu'il est trop lourd. Et en fait, je peux pas me faire opérer tout de suite. Là, ça fait 1 an jour pour jour. Mes seins ont 1 an. Tes seins ont 1 an. Voilà. 1 an jour pour jour. D'ailleurs, Arthur m'avait accompagnée à l'hôpital. Et oui, j'ai vu les snaps 1 an jour pour jour. Et je suis allée à l'hôpital il y a à peu près 2 mois, 1 mois et demi, pour aller à la clinique pour lui dire écoute, il y a un souci. Et c'est un des meilleurs chirurgiens réparateurs, etc. Donc je sais que c'est pas lui, que c'est ma peau qui tient pas. Enfin, je sais pas, je connais pas les termes, mais je dois attendre 1 an. Enfin, maintenant, je dois attendre, il m'a dit de revenir vers septembre pour me refaire opérer. Mais bon, c'est quand même de l'anesthésie générale. 3e opération au niveau de la poitrine, j'ai 21 ans, c'est pas forcément évident. Si j'aurais eu le choix, je me serais jamais refaire la poitrine. On parlait de l'école, on parlait du rapport aux autres il y a quelques instants. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai toujours eu du mal à m'intégrer. À l'époque, j'étais très introvertie. Maintenant, je suis plutôt sélective qu'introvertie, je pense. Mais avant, j'étais vraiment timide. Je me faisais marcher dessus. J'ouvrais pas ma bouche comme je peux le faire maintenant, parce que je me suis forgé un caractère. Mais j'ai eu beaucoup de moqueries. J'ai toujours été rejetée par les filles, même par les garçons d'ailleurs. J'ai jamais réussi à m'intégrer. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Toi, c'était des moqueries par rapport à quoi? Alors, quand j'étais petite, il faut savoir que j'ai les cheveux bouclés. Et mes cheveux naturels, on le voit ici. Et j'avais des reflets un peu plus clairs, avec le soleil, etc. Du coup, j'avais vraiment la couleur du cocker. Et j'étais petite, j'ai été
Je faisais des couettes jusqu'à très tard. Enfin, t'avais la couleur du cocker, ça vient pas de toi, certainement, c'est ce que Oui, t'entendais. c'est les cheveux. Mais du coup, Non, en non, non, fait... c'est certainement ce qu'ils te disaient eux. Exactement. Et on me comparait souvent à un cocker, à un chien, etc. à cause des couettes avec les boucles qui ressemblent vraiment à la robe du cocker, finalement. Donc voilà. Quand j'ai commencé à... Mais c'est marrant parce que tu donnes raison hein, aux insultes que t'as reçues. J'ai l'impression encore Ouais. aujourd'hui. Enfin, c'est pas que je donne raison, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que quand on se fait harceler, etc., ou quand on vit quelque chose qui est assez traumatisant, inconsciemment, à cause du désarroi, etc., on se comporte ou on donne un petit peu raison pour un petit peu se soulager. Enfin, moi, c'est mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire, genre, c'est comme si quelque part t'acceptais quelque chose qui te faisait mal. Ouais, c'est ça. Moi, j'accepte, j'endure beaucoup, je rejette pas beaucoup de choses. J'endure, c'est comme par exemple... Pardon, Non, excuse-moi. non, pas de souci. C'est comme par exemple, on m'a toujours insulté de pute, etc. J'ai toujours une réputation parce que ma manière de maquiller, de m'habiller ou de me comporter tout simplement qui est juste moi. C'est pas pour autant que je donne mon corps à n'importe qui ou même chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas pour autant que je le suis. Et en plus, les gens maintenant, ils sont tellement matrixés. Dès que tu fais quelque chose, c'est oh, t'as des ongles, c'est des ongles de pute. Non, non, mais voilà, et en fait, je pense que au bout d'un moment, j'avais beaucoup de barrières. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, j'arrête de mettre des barrières, je fais ce que j'ai envie si j'en ai envie, sans me dire, je me respecte pas, parce que quoi qu'il arrive, les gens, ils parlent de toi. Donc, Tu sais que ça porte un nom, ce que t'as vécu par rapport aux cheveux quand t'étais enfant. l'harcèlement. Alors, oui, Mhm. oui, mais ça a un nom. C'est de la discrimination capillaire. C'est une forme de harcèlement capillaire, de discrimination capillaire. Oui. Bah oui, c'est-à-dire que tu étais Ouais, moqué entièrement. à cause de ta particularité naturelle. Mhm. Et quand du coup j'ai commencé à connaître un petit peu le lisseur, etc., quand je suis passée en cinquième, j'étais un garçon manqué aussi à l'époque. J'ai un grand frère. Quand j'étais petite, je m'amusais à jouer, par exemple, ils m'emmenaient au stade, j'essayais de jouer au foot avec eux, etc. J'étais vraiment très garçon manqué. À l'école, enfin, par exemple, quand mes parents m'achetaient des vêtements, souvent j'allais chez les garçons. Genre, c'était ensemble Gap, les baskets pour hommes, etc. Je préférais m'habiller chez les garçons. Et de mes sixième à ma cinquième, j'ai eu un changement radical pendant des vacances scolaires. J'ai toujours traîné avec des gens qui étaient plus âgés parce que je me faisais rejeter par les personnes de mon âge. Je ne m'entendais pas forcément avec eux. Je pense que j'étais peut-être aussi avancée psychologiquement. J'ai toujours été plus mature que... Et puis tout ce que tu as vécu, t'as fait aussi avancer Ouais, beaucoup plus c'est vite. ça. Donc j'avais un bon bagage derrière moi. Et du coup, j'ai une copine à moi qui, à l'époque, une fille que je pensais être ma copine, mais bon, après, avec l'influence, etc., je me suis rendu compte que ça se compte sur le doigt d'une main, des amis. Et en fait, qui m'avait passé des vêtements qu'elle allait jeter ou quoi, ou elle, en mode vide dressing, elle me vendait à 2-3 euros des vêtements. Et en fait, j'ai passé un petit peu au court, jean slim, alors que de base, c'était pas du tout moi. J'ai commencé à me lisser les cheveux, à m'apprêter un petit peu, me maquiller. Et en fait, là, c'est un petit peu le début du calvaire. Les gens se disaient ah, c'est bizarre, elle est en cinquième, elle reste avec les troisièmes. Ils commençaient à s'imaginer des choses. L'amitié garçon, ça n'existe pas. Et moi, j'ai toujours, enfin, pas à proprement dit, mais vis-à-vis des autres, c'est ce qu'ils disaient. Et je traînais beaucoup avec les garçons. Donc c'était ah, elle doit se taper tout le monde. Alors que finalement, non, parce que ma première fois, je l'ai fait assez tard. Et aujourd'hui, tu es en paix avec tes cheveux? Oui. Après les cheveux bouclés quand même, enfin, c'est pas bouclé curly, mais c'est plus que des ondulations. C'est assez dur à gérer parce que ça varie. Un jour, ils peuvent être super, l'autre pas du tout. Donc, et en plus, par exemple, on peut pas, enfin, moi, je sais que j'arrive pas à les coiffer spécialement, surtout que je les assume depuis pas très longtemps. Donc, je suis pas encore bien sur le sujet. Mais par exemple, je peux pas les brosser. Enfin, ça se brosse pas vraiment. Donc, quand je passe 3 jours sans les brosser, au bout d'un moment, Mais tu te renseignes un petit peu, tu vas oui, parler avec j'essaye des de filles. faire... Non, je parle pas avec des filles, mais par exemple, j'ai commencé à acheter des produits pour routine bouclée, etc. J'essaye voilà, je sais que c'est pas bien de les sécher naturel, donc là, j'ai commandé un diffuseur. J'essaye de prendre soin un petit peu de plus en plus, et même, par exemple, sur l'île de la Tentation, je laissais énormément mes cheveux naturels. En plus, on était sur des bungalows et l'eau était salée pour se doucher.
Et du coup, l'eau salée, franchement, c'est trop bien pour les boucles, parce que ça fait des vraies boucles. Et du coup, depuis, des fois, j'ai un petit et quand je laisse mes cheveux naturels, je m'asperge après m'être lavé les cheveux. Donc, je sais pas si c'est la bonne idée, mais je m'asperge d'eau salée et ça me fait franchement des très belles ondulations. Tu mets de la vraie eau salée ou tu l'achètes? Ah non, je prends de l'eau, je mets du sel. Ah, tu Et je fais pense que ça toi-même? s'achète, oui. Ça sert à rien d'acheter ça, c'est comme de l'eau. Enfin, bon, en vrai, je sais pas, mais en tout cas, je le fais toute seule à la maison. Des fois, je mets un petit peu d'huile, même si en fait l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, je pense que ça bouche mon spray plus qu'autre chose. Mais je me dis au moins, ça hydrate. Et alors, t'es TDAH. Oui. Qu'est-ce que c'est TDAH? Alors, le terme exact, je ne l'ai pas. Trouble du comportement. Non, trouble de l'hyperactivité. Hyperactivité de l'attention et aussi du comportement. Pas du comportement. C'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, je suis hyperactive. Mais oui, je suis TDAH. J'ai été diagnostiquée assez tard. C'était, je pense, vers CM1. Normalement, on s'en rend compte beaucoup plus tôt. Mon cerveau, par exemple, avance plus vite que ma parole. Quand j'étais petite, j'avais tout ce qui est apprendre par cœur, c'était impossible pour moi. Et c'est pas parce que je suis bête ou quoi, loin de là, c'est parce que justement, mon trouble fait que y a plein de choses que mon cerveau, en fait, ne fonctionne pas comme tout le monde. C'est un peu comme les autistes, etc. C'est considéré comme un handicap, du coup invisible. Mais du coup, mon cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde. Mon cerveau ne raisonne pas comme tout le monde. J'ai une manière de penser qui, des fois, va être plutôt vers... je vais prendre la solution la plus compliquée. Pour moi, ça va être la plus facile et quelque chose de logique. Je vais me dire non, c'est trop facile. Donc voilà, donc c'était assez compliqué quand j'étais petite. Mes professeurs ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, un truc tout bête, mais les poésies, c'était pas possible pour moi de les apprendre par cœur, ou même les jours de la semaine, je me rappelle que j'avais pris énormément de temps à les apprendre, les mois, etc. Et en fait, je me rappelle aussi en CM1 que ma prof pensait que en fait, juste je travaillais pas et que je faisais pas mes devoirs et qu'en fait, je faisais exprès. Et elle avait mis mon carnet de la semaine sur la porte en exemple, en mode mauvais élève. Et aussi, il y a de l'hypersensibilité en termes de comportement, etc. On n'arrive pas à gérer ses émotions avec le TDAH. Donc, j'ai eu un psy, etc. et un comportementaliste pendant très longtemps. Parce que, par exemple, quand j'étais petite, quand j'étais en colère, je suis très en colère. Je faisais des grosses crises de nerfs. Je partais vraiment au quart de tour. Je pouvais, par exemple, dans un excès de colère, ça sort tellement pas que, par exemple, j'en ai été à être, entre guillemets, violente, à donner, par exemple, un coup de pied dans ma fenêtre et qu'elle se brise. Ma mère en a voulu parce que ça coûte très cher une fenêtre. Mais surtout que c'est une énorme fenêtre dans ma chambre parce que j'arrivais pas, en fait, à extérioriser. Comme j'ai dit, quand je suis heureuse, ça se voit sur mon visage, je suis toute souriante et tout le monde voit que je suis heureuse. Quand je suis triste, ça peut frôler la dépression. Ça ressemble beaucoup au borderline, mais c'est pas non plus au point 2. Mais du coup, c'est vrai que vivre avec, c'est pas forcément facile. Même dans les relations amoureuses ou amicales, quand on gère pas ses émotions, c'est pas évident. Et tu as pu faire des tests? Oui, j'ai fait des tests. Même on avait passé un test de QI, etc. Et on s'est rendu compte que du coup, je suis considérée comme HPI, c'est ça. Au comme potentiel sur deux. intellectuel. Exactement. Je crois que j'ai 137 ou 139 de QI. Maintenant, je ne l'ai pas refait, donc je ne sais pas si ça change. Mais en tout cas, à l'époque, et c'était il y a très très longtemps, je l'avais fait. Mais étant donné que je suis TDAH, entre guillemets, ça fait un petit peu à reculons. Donc voilà. Comment tu réagis face aux personnes qui disent « Oh là là, de toute façon, tout le monde est TDAH de nos jours ». On lit beaucoup ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parlait pas forcément. Et en fait, c'est pas qu'il y a tout le monde qui est TDAH, c'est que les gens qui le sont commencent à en parler. Mais sur toutes les personnes qui ne le sont pas, c'est juste qu'on ne va pas se dire « Ah, moi, je ne le suis pas ». Donc je pense que c'est juste qu'on est quand même 7 milliards sur Terre. Parce qu'il y en a aussi certainement qui se disent « Ah bah tiens, je dois être TDAH, je suis TDAH Oui. ». Donc c'est le mot qui explique ce que je ressens depuis toutes ces années ou depuis mon enfance, mais qu'on n'a pas fait les tests. Non, moi j'ai vraiment fait les tests, etc. J'ai été diagnostiquée TDAH. Et tu étais suivie, tu étais épaulée, tu avais ta famille derrière. Comment ils vivaient ça? Comment ils t'accompagnaient? Comment on accompagne un enfant on peut pas qui est TDAH réellement, parce qu'en fait, personne ne nous comprend réellement. Enfin, par exemple, moi personnellement, personne ne comprend
à plein de moments, ne comprend pas spécialement mes manières de réagir, mes émotions, ma manière de penser, mais parce qu'en fait, mon handicap fait que je suis comme ça. Et les gens ne comprennent pas que, par exemple, un truc tout bête, mais par exemple, j'ai pas confiance en moi, ça l'accentue avec le TDAH. Et par exemple, dans mes premières relations, etc., quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. Donc beaucoup de jalousie, beaucoup de tout ça. Et expliquer à quelqu'un qui ne l'est pas et qui ne connaît pas ça, écoute, je suis TDAH, donc des fois j'ai des réactions qui vont être disproportionnées. Pour un petit rien, je peux péter un câble. Mais des trucs tout bêtes. Mais par exemple, je sais que je ne suis pas du tout maniaque. Je suis quelqu'un de assez bordélique. Mais par exemple, je vais ranger des assiettes. Enfin, je suis maniaque. Enfin, comment dire, je suis perfectionniste, mais je suis bordélique. Voilà. Et par exemple, il y a un truc que j'en sais rien, surtout à l'école, quand je faisais des copies ou des rédactions, pardon. Si jamais c'était pas comme je le voulais, ou qu'il y avait une lettre que j'avais mal écrite, ou que je barrais, je pétais les plombs, je pouvais pleurer, arracher ma feuille, l'acheter et partir en crise de nerfs parce que je trouvais pas ça parfait. Et je pouvais passer la journée sur un truc où il y avait 3 lignes à écrire. Et pourquoi, Léa, lors de notre première interview, tu me disais que tu sentais, tu avais eu du mal à sentir l'amour des hommes? Ouais. Alors, j'ai eu une enfance très heureuse au tout début, où je pense qu'en fait, elle n'était pas, je pense, si heureuse, enfin, si parfaite que ça, on va dire, mais je pense qu'on ne le voit pas quand on est jeune. J'ai un papa, une maman, un grand frère. On a toujours été très proches. Et je pense que ça a commencé à se dégrader quand moi, j'allais pas bien, quand on s'est rendu compte que j'étais TDAH, etc., que les gens ne comprenaient pas forcément. Aussi, je pense que j'ai déçu peut-être inconsciemment les personnes de ma famille. La personne qui m'a vraiment le moins lâchée, c'est ma mère, qui a toujours... Oh putain, je vais pleurer. Non, ça va. Je suis sensible. Tu les réfrènes, hein, tes émotions. Ouais, Hein. ouais. À chaque fois, tu sens, tu l'avais fait pendant la première interview. Ah, non, j'arrête. Oui. Genre, t'appuies sur un bouton. Oui, je sais très bien camoufler beaucoup de choses. Ça, je suis douée. Mais je disais que je pense avoir déçu quand j'ai commencé à grandir et à me faire harceler. Je me donnais une image, j'en avais déjà parlé dans la précédente interview, parce que j'avais pas confiance en moi et que j'avais peur de ne pas être aimée. Donc je me suis forgé une carapace avec l'harcèlement, etc. À la base, j'avais pas du tout de caractère, je me faisais marcher dessus et maintenant, plus du tout. Donc un petit peu ma personne a évolué. Se faire marcher dessus ne signifie pas qu'on a pas de caractère. Non. Se faire marcher dessus, ça signifie qu'on permet à des personnes, à un moment donné, dans une temporalité précise, de dépasser les limites que nous n'avons pas mises. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, il n'y avait pas du tout de limite avec moi. Je laissais tout passer, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, donc gare à vous. Mais oui, en fait, je pense que quand j'ai commencé à vouloir ressembler à des filles qui n'étaient pas forcément des bonnes fréquentations, j'ai déçu d'un côté mon père et mon frère. Je me faisais harceler. Mais comment tu le savais que tu avais déçu ton père et ton frère? Parce que, par exemple, j'avais une réputation. Ça venait aux oreilles de mon frère. Quand à 15 ans, on dit à mon frère, ta sœur, c'est une p***, elle fait ci, elle fait ça, alors que c'était pas vrai du tout. Et ça le gênait? Au début, il se battait avec la personne qui le disait ou il me défendait. Mais au bout de 1, 2, 3 personnes, quand tout le monde le dit, au bout d'un moment, il a commencé un petit peu à y croire, en dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Et peut-être mon comportement aussi, un petit peu avec mes mini de... moi, j'aime bien le mot pété. Et je considère que je suis une petite pété. Enfin, sans le côté péjoratif, je suis très... moi, je trouve ça affectueux, limite, ce mot-là. Je trouve qu'il me décrit bien. Je suis très... je sais pas comment dire, mais un peu le bad girl, on va dire. Donc, en termes de tenue, les vêtements, etc., c'était pas... je venais pas... comment dire? J'ai du mal à m'exprimer. Je venais pas avec, par exemple, col roulé à l'école ou quoi. Je pouvais y aller avec des décolletés. En plus, j'ai une poitrine qui est assez généreuse. Donc, dès que je mets quelque chose, ça peut frôler au vulgaire. Ou voilà, sauf que pour moi... Enfin, vulgaire pour les gens. Hein. Oui, c'est ça. Moi, j'aime m'habiller sexy, j'aime me montrer. Mais pour autant, je trouve pas forcément que ça fasse vulgaire. Tu me parlais de ton frère qui a eu du mal avec ta réputation. Ouais. Mais ton père, pourquoi il a eu du mal avec cette réputation? Je pense, j'étais sa petite fille. Je pense qu'au début, j'ai toujours été à la base plus proche de mon père que de ma mère. Avec mon père, on se ressemble sur plein de trucs. Au niveau de la nourriture, on adore les voyages, les animaux, etc. Ma mère, elle est un petit peu moins comme ça. Moi, elle aime manger, etc. Mais par exemple, mon père adore faire à manger.
moi aussi. Je pense que j'ai plus de points communs, on va dire, avec mon père qu'avec ma mère. Et du coup, quand on est petit et tout, je pense que ça se ressent. Le dimanche, je me rappelle, on regardait les Cités d'Or avec mon père, on était comme des fous. Ma mère, elle n'aime pas ce genre de trucs. Et donc, je pense que j'ai vraiment été la petite princesse de mon papa. Et quand j'ai grandi et qu'il a vu ce que je devenais, je pense que je vais pleurer. C'était pas prévu que je pleure en plus pour cette interview-là. Mais je pense que je l'ai déçu parce que c'était pas forcément le futur qu'il aurait imaginé pour moi ou ce qu'il aurait voulu. Ouais, mais comment elle se manifestait cette déception? Ils m'ont rejeté. Mais J'ai il te rejetait comment? Comment tu le sentais, ce rejet? Je rentrais à la maison avec des disputes, etc. Et je leur en ai fait baver à mes parents parce que j'étais très malheureuse. Mais même à la maison, mon père, il m'insultait. T'habilles comme une t'es qu'une p***, je te parle pas, etc. Mon frère, pareil. Donc, ça a été très compliqué. Ah oui, donc t'entendais ces mots-là d'inconnus à l'extérieur et t'entendais ces mots-là aussi des gens que t'aimais chez toi. C'est ça. Mon frère, ça, c'est dur. Hein. Ouais, mon frère était aussi à l'époque violent. Il était avec moi. Donc, je ne suis pas du tout une enfant battue. Mais je pense aussi que je l'ai poussé à bout. Oups, j'ai poussé le nez. Pardon. Je l'ai poussé à bout inconsciemment parce qu'en fait, j'allais mal. Donc, c'était plus des appels en détresse. Mais eux, je pense, n'avaient peut-être plus de patience aussi. Donc, mon père aussi, des fois, en fait, ne savait plus comment réagir et on est déjà venu, par exemple, à mettre une claque ou quoi. Sauf que quand on a un enfant, on ne se rend pas compte que celle-là, je l'avais bien méritée. C'était, surtout avec le TDAH, c'était tout de suite, je criais à l'enfant battu, il a levé la main. Bon, quoi qu'il, on ne lève pas la main sur un enfant. Mais je peux comprendre, c'était pas des grosses, j'étais pas non plus au sol, hein, loin de là. Enfin, mon frère m'a déjà mis au sol quand même. Mais c'était plus en mode d'une claque parce que il savait plus du tout comment réagir. Et du coup, je le vivais plus mal que les autres. Et en fait, c'était une accumulation. Moi, je faisais des appels de détresse et j'avais l'impression qu'eux ne me comprenaient pas parce que c'était le cas et ne savaient plus comment réagir. Donc, rejeter de la violence, que ce soit moralement ou physiquement, que ce soit à l'extérieur et même chez soi, je me sente pas bien chez moi, ça a été très compliqué. Mes parents, ils ont dû me faire enfermer de force à l'hôpital psychiatrique pour tentative de suicide. À quel âge? Je sais plus. C'est assez vague ces années-là, mais je devais avoir bien 13-14 ans. Tu as peu de souvenirs donc, de cette période-là, de ce moment-là précisément. Ouais. En règle générale, quand il y a quelque chose qui me blesse, etc., je suis dans le déni. Par exemple, là, j'en parle, mais je ne me rends pas compte de la gravité. Mais par exemple, je sais que j'étais addict à l'automutilation. Pendant plusieurs temps, étant donné que j'allais tellement mal que je ne ressentais plus la douleur intérieure, et ça m'arrive encore maintenant, pas de me mutiler, attention. Mais du coup, quand je vais mal, en fait, c'est que j'ai quand même un voile, et j'accepte, je pense, peut-être pas la douleur, ou je l'accepte trop, du coup, je me dis c'est rien. Et en fait, j'étais obligée, je pensais me sentir obligée de me faire du mal physiquement pour ressentir de la douleur. Qu'est-ce que tu faisais? Je me mutilais. J'ai du mal, hein. Pardon, mais c'est parce que j'essaie de me mettre à... C'est horrible. Je pense que c'est le pire. En fait, c'est parce que tout ce que tu ressens, ce que tu n'arrives pas à extérioriser, tu l'extériorises. C'est ça ou je suis à côté de la plaque? C'est exactement ça. Vu que je ne ressentais plus aucune émotion. Tu avais besoin donc d'avoir mal physiquement? Exactement. Pour ressentir de la douleur. C'est horrible. Et en fait, j'ai des moments où, en fait, maintenant, je sais que j'ai totalement arrêté, mais il y a encore quelques années, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je ressentais plus ou que la douleur est trop forte, je l'extériorisais encore un petit peu. Avant, je le faisais tout le temps. C'est-à-dire, genre, tu as des gestes ou rien à voir? Je pense que inconsciemment, ça m'arrive de me... Tu as des résidus? Comme ça, ouais. Mais je sais que, par exemple, la dernière fois que je l'ai fait, je pense que c'était vers l'année de mes 18 ans. Non, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. Désolée, hein, c'est hard. Je suis sensible à ça. Mais je t'écoute avec attention. Je l'ai refait il n'y a pas... la dernière fois que j'ai fait, c'était quand j'étais avec Arthur. Je ne savais plus comment réagir, etc. Et je m'étais... j'ai pris le premier truc qui m'est passé sous la main. Mais je ne le fais pas de manière vraiment profonde pour me tuer. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est que j'emploie les bons termes, les termes... Non, mais t'as raison, c'est moi qui suis sensible à tout ça. Ouais. J'ai un truc, je suis déjà tombée dans les pommes devant la télé en entendant quelqu'un qui racontait quelque chose qui m'avait touchée. Ouais. Et en fait, c'est que je prends le premier truc, c'est même pas profond, quoi. C'est vraiment juste, en fait, voir du sang, voir la blessure, de me dire que j'ai mal. Oh là là.
Bon, en plus, j'ai un problème avec le sang, pardon, Ouais. je suis pas le Non, bon. il n'y a pas de souci. Désolée, hein, c'est pas que je veux Non, pas oui, non, entendre ou pas, t'inquiète. mais ça me fait un truc. Ah, mais même moi, ça se noue un petit peu. Ah ouais? Ouais, Mais c'est fini. ouais. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il faut... on est d'accord, il faut en parler à quelqu'un? Faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est aussi jeune dans cette Je situation? sais que moi, j'ai jamais accepté de me faire aider. J'ai toujours vu j'ai vu un psy, etc. pendant des années, mais je pense que j'acceptais pas forcément de me faire aider. Et pour moi, même si bien sûr il faut de l'aide, etc., si jamais tu ne veux pas aller mieux, tu n'iras pas mieux. Et je pense qu'en fait, je me suis tellement habituée à être mal que en fait, je me suis toujours dit que ma vie serait comme ça, que ma vie serait malheureuse. C'est horrible de dire ça, j'ai envie de pleurer. Bah ouais, c'est triste. Ouais, je me suis toujours dit que je me suis jamais en fait sentie légitime d'être aimée, et je me suis toujours dit, vu que je me faisais harceler depuis pas mon plus jeune âge et que ça n'a jamais vraiment bien allé sur le long terme, je me disais que la vie était comme ça. Et ta mère, quel rôle elle jouait Ma mère, avec ton père, avec ton frère, vis-à-vis de toi? Ma mère n'a jamais su comment réellement gérer. Elle est là pour moi. Et le problème, c'est qu'avec ma mère, on est beaucoup trop proches. On est vraiment beaucoup trop proches. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Genre, vraiment, elle fait tout pour moi. Et la pauvre, j'en ai fait baver. Mais vraiment baver quand j'allais pas bien. Tu culpabilises? Ouais. Parce qu'en fait, étant donné que je pense que c'est la personne vraiment que j'aime. Enfin, j'aime mon père, j'aime mon frère. Mais ma mère, on a vraiment une relation différente. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Elle le sait, je donnerais ma vie pour elle. Demain, il lui arrive quelque chose, et ça, je l'ai dit. Je dis, demain, t'as un cancer, enfin, que je te préserve, mais t'as un cancer, t'as un truc, mais je meurs avec toi. Impossible de vivre sans ma mère. Je sais pas comment je ferai le jour où je la perdrai. Pardon. Ma mère, quand elle va voir la vidéo, elle va pleurer avec moi, c'est sûr. Mais bref, c'est la personne la plus importante pour moi. Et je pense que la douleur la plus forte que j'aurais pu m'infliger, c'est de lui faire du mal. Donc pendant des années, je lui faisais énormément de mal. Je lui faisais comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Le chantage psychologique, Ah psychologique, oui. etc. Genre, si tu fais pas ça, je vais faire une tentative. Non, Ah. pas quand même non, pas comme ça. Mais par exemple, on devait faire un truc important ou quoi, et je disais, si tu me laisses pas sortir pour faire ça, je vais faire ça. Si tu fais pas ça, je fugue. Ou D'accord. des trucs comme ça. Et en fait, elle avait tellement peur que ma mère me laissait tout faire. Ouais, Et parce qu'étant donné que je me considérais pas comme une gamine, par exemple, de 13 ans ou de 14 ans, alors que je les avais, et que je traînais avec des gens plus vieux, les gens plus vieux avaient des libertés que moi, je n'avais pas. Et moi, j'avais l'impression de pouvoir sortir jusqu'à minuit, alors qu'à 13 ans, non, quoi. Oui. Et ta mère, donc ce que je comprends, c'est qu'elle a été plus Elle cédait. permissive parce qu'elle avait peur. Ouais, elle avait peur, c'est pour ça. Je lui faisais peur pour qu'elle cède. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui, mais à l'époque, c'est juste que j'étais tellement mal, etc., que je m'en rendais pas compte. Tu lui as dit tout ça? Oui, elle le sait. Elle le sait. C'est bien que vous ayez pu en parler, je trouve. On parle beaucoup avec ma mère. Là, par exemple, j'étais malade et tout, du coup, j'étais chez mes parents. Parce que du coup, je vis seule. Et pendant une semaine, j'étais chez mes parents. On dormait dans mon ancienne chambre avec ma mère. Et là, du coup, je me suis habituée à être avec ma mère. Donc là, quand j'ai redormi chez moi il y a 2 jours, ça fait 2 jours que ma mère, elle dort à la maison. Mais tu vois, en parlant de ta mère, tu as dit Dieu la préserve. Ouais. Quand tu penses à une maladie ou autre, est-ce que ça signifie que tu es croyante? Je suis de religion juive. Je suis très fière de l'être. Mais je crois en... Je sais pas vraiment si je suis croyante. Je pense qu'il y a des moments dans ma vie où je l'ai été, j'avais besoin de l'être. Et d'autres où, entre guillemets, il m'arrivait des choses pas cool. Du coup, je me suis dit, je boude à Dieu, quoi. C'est très... Souvent, on se moque un peu quand je dis ça. Mais il y a des moments où je suis un peu plus loin de la religion, je me rapproche de la religion. Ça dépend, c'est vraiment moi. Tu dis, je suis très fière de l'être, juive. Tu l'as toujours été ou tu l'as pas toujours été fière? Non, si, j'ai toujours été fière de l'être. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments où c'était pas envers ma religion que j'étais forcément énervée, c'était entre guillemets envers la personne au-dessus, où je me dis, genre, si jamais il y a quelqu'un, il y a un Dieu, il y a machin, pourquoi j'endure tout ça? Après, comme on dit, Dieu met les plus gros combats à ses plus gros combattants. Mais des fois, je me dis, j'aimerais bien être tranquille, quoi. Enfin, franchement, j'en bave, quoi. J'ai l'impression d'être poissarde. Vous la pratiquiez, la religion, à la maison? Chez mes parents, je crois qu'on n'a jamais mangé... La viande, je crois qu'à un moment, on mangeait cachère à la maison. Moi, je mange pas cachère. Je mange au McDo et tout.
Vous faisiez le vendredi, le Shabbat? Ouais, mais j'ai jamais été chômeur Shabbat, donc pas téléphone, etc. Mais tous les vendredis. C'est quoi chômeur Shabbat? C'est quand on n'utilise pas le téléphone, etc. pendant Shabbat. Pas de lumière et tout. Moi, je l'ai jamais fait. Ah oui, c'est ceux qui... Ah voilà, c'est ça. C'est ceux qui n'allument pas la lumière, qui touchent pas l'électricité. C'est ça. Et moi, non, ça, je le fais pas. Mais parce que c'est ma manière de penser, donc ça va faire jacter putain. Mais pour moi, en fait, je vois pas pourquoi je devrais me contraindre de quelque chose ou quoi. Si jamais peut-être qu'un jour je me rapprocherai de la religion et je le ferai, parce que franchement, je trouve ça magnifique les gens qui sont à fond dedans. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Je me dis qu'en plus je bosse et tout, donc ça me fait plus, entre guillemets, ça m'embêterait plus qu'autre chose. Donc le jour où il y a un moment où je sais que j'avais commencé à manger cachère, parce que j'en avais envie et que je pense que je ressentais peut-être le besoin de me rapprocher de la religion, là actuellement c'est pas le cas. Aussi je suis jeune, je me découvre, voilà. T'as quel âge? Je vais avoir 21 ans dans 2 mois. Qu'est-ce que c'est pour toi être juive aujourd'hui en 2025? Bah en fait chacun, et pour moi être juif c'est juste, en fait c'est dans mon sens, c'est dans ma personne, c'est mes origines, c'est ma personne, enfin c'est mon étiquette, enfin c'est ce que je suis. Et je suis très contente. Pour moi c'est la plus belle religion. Pour moi après je pense que c'est logique parce que je le suis, mais c'est une super communauté, etc. On se rapproche énormément dans les moments difficiles et tout, donc franchement je trouve ça très beau. Tu le dis facilement sur tes réseaux sociaux, dans l'espace public, Oui, numérique? je vais pas forcément dire que je suis juive et le crier sur tous les toits, mais je m'en cache absolument pas. Je pense à Carla Gebali, que j'avais reçue en interview, Ouais. je sais pas si tu avais vu, qui me disait qu'elle appréhendait à le dire sur les réseaux sociaux de peur d'avoir des commentaires J'ai des désobligeants. commentaires antisémites. Je supprime en règle générale. J'ai des drapeaux, par exemple, palestiniens, etc. en disant from... c'est Palestine, je crois. Je sais pas ce qu'ils mettent, mais en mode je suis pour la Palestine, fuck Israël, etc. Mais en ça fait, n'a rien à voir avec la religion. oui, mais c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est 2 choses différentes. Enfin, moi, je vais pas dire t'es un arabe, je suis juive, donc non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un. Enfin, plutôt, t'es musulman, je suis juive. Oui, pardon, désolée. Mais je suis quelqu'un, moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. T'es juste toi, ta personne, soit t'es cool, soit t'es pas cool. Le reste, que ce soit noir, chinois, blanc, vert, orange, musulman, bouddhiste, catholique, franchement, moi, j'en ai rien à faire. Et alors, je savais pas, mais on va peut-être finir sur cette touche un petit peu plus fun. No Nico, no party. Tu connais Nico de Frenchy Shore? Oui. Enfin, qui avait fait la saison 1. Hein. Ouais. Alors, Nico, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'était à Kalamata, dans un restaurant un peu festif parisien. Et on s'était un petit peu... Enfin, je pense que c'était de la drague. Ouais, on s'est fréquenté un petit peu, on va dire. C'est quelqu'un qui est très solaire, très pétillant. Quand il est là, il a une vibe. Vraiment, il est très, en plus, tout ce qui est spirituel, etc. C'est Nico, c'est vraiment... ce mec, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Et en fait, on avait parlé parce que moi, j'avais été contactée pour faire Frenchy Shore. C'est pas vrai? Et si, j'ai été contactée pour faire Frenchy Shore saison 1. Ah bah j'ai bien fait de te poser la question alors. Je devais partir, mais je ne savais pas que c'était Frenchy Shore. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et moi, j'ai très mal pris, même par les... Comment ça s'appelle? Par les... Casteur? Non, pas les casteurs, par les... Producteurs. Exactement. Parce que je venais d'avoir 18 ans. Et en fait, on m'a vendu un truc comme un truc festif où en fait, c'est pour les gens un peu qui bossent en boîte, qui font la fête. On va être dans le sud, dans une villa, 10 célibataires, à fête la faire, nana. Et on m'avait dit qu'il n'y avait pas de censure, etc. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis pas, il n'y a pas de censure, c'est en mode baiser d'euros. Ouais, t'as pas pensé sexualité, quoi. Pas du tout. Mais vraiment pas. Et quand j'ai reçu la liste des tests à faire, bien sûr, quoi qu'il, avant de rentrer dans une maison, etc., en tournage, on fait un des tests pour les maladies sexuelles transmises. Ce qui est normal, parce que si jamais il y a voilà, pour pas que ça se répande sur toi. Et ça, c'est logique. Mais une liste... Et je montre à ma mère, etc., parce que ma mère me suit de très près. Mais genre quoi? Fallait faire quoi? Franchement, il y avait pas mal de trucs. Et ma mère, elle m'a fait... Enfin, dans mes souvenirs, à moins que je mente et que je raconte de la merde, mais il y avait quand même pas mal de tests. C'était pas en mode juste test. Non, c'était test ci, test là, machin. Franchement, j'ai pas les termes, donc j'ai pas envie de te dire de la merde. Mais du coup, ma mère, elle m'a dit, mais tu vas tourner un porno, quoi. C'est ça. Et en fait, il y avait des trucs qui avaient commencé à fuiter et parler de l'émission.
Ok, donc tu as compris que ça venait de la franchise. Mais je connaissais même pas le truc short. Ah, tu connaissais pas les shorts? Non, mais par contre, je sais qu'il y avait un truc, enfin, ça aux États-Unis. Oui, Oui, il y a- Jersey Shore Exactement. et Geordie Shore en Angleterre. Exactement. Et en fait, moi, quand je parlais autour de moi en disant ouais, je vais faire de la télé-réalité, ça y est, non, non, je vais faire ça, et que j'expliquais le concept, et MTV machin me disait mais c'est ça, mais oui. ça sera en français. Mais moi, je disais mais non, c'est pas possible. Et donc là, t'es allé voir les images. Oui. Et là, j'ai paniqué et j'ai fait quelque chose que je regrette aujourd'hui, mais je pense que c'était avec la peur et l'immaturité aussi. C'est qu'en fait, je devais partir. Limite, j'avais mon billet d'avion, etc. Enfin, genre, tout était bon. J'étais sur la ligne de départ, genre, je devais être dans la villa. Et en fait, j'ai arrêté de répondre. Mais c'était pas en mode vas-y, je les lâche. Enfin, si, c'est ce que j'ai fait. Et désolée à Amélie et à David, je fais de gros bisous. Mais parce qu'en plus, j'ai super bien accroché au casting avec eux. Ils m'ont adoré, je les ai adorés aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai eu un instant de panique parce que je me suis dit, non, quoi. Surtout que je suis quelqu'un, j'ai pas de fond d'un soir, etc. Je critique pas les gens qui le font. Mais dans cette vie-là, j'aurais fait quoi? Genre, voir par exemple, Ouriel qui se baladait à poil dans tous les sens, etc. C'est pas moi. Et pourtant, franchement, je suis pas spécialement. Moi, en règle générale, moins il y a de tissu et tout, en boîte et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a une certaine quand même pudeur à avoir. C'était pas pour toi. C'était pas pour moi. Mais t'as très bien fait de pas y être allé. Ah oui. Ah oui, si tu sentais que c'était pas pour toi, c'était pas ta place, faut pas le faire. Du tout. Et du coup, voilà, mais du coup, j'ai rencontré Nico qui n'est. Il n'a rien à voir avec. Je l'aime trop. C'est quelqu'un qui est hyper respectueux. C'est vraiment mon bébé d'amour. En tout cas, ça l'était. On s'est fréquentés, etc. Mais il n'y a jamais eu rien eu, c'est jamais rien passé. C'était un peu de la dragouille, c'est un très beau garçon. Je lui plaisais, machin. Et en fait, on a vu que c'était amical. Il m'a fait travailler, c'est lui qui m'a embarqué. Il a été là quand j'ai rencontré. Valentin? Non, Arthur. Et il m'a dit tout de suite non. J'ai quand même plongé dedans. Voilà, il m'avait dit c'est pas un mec pour toi, il respecte pas les femmes et tout. Et moi, tu me dis de pas y aller, je suis wouhou, j'y vais. Non, fallait pas que j'y aille. Mais bon, j'y suis allée et en fait, il a beaucoup été là, surtout le après, parce que dès que ça s'est fini, il m'a dit viens et tout, Ibiza, travaille et tout avec moi, nan. J'ai travaillé à Summer Rocks Ibiza, ça a duré 1 semaine, mais j'ai travaillé à Summer Rocks Ibiza. Je me suis fait têche, parce que j'ai foutu le bordel là-bas. J'ai retourné des dettes. Mais non, mais j'y suis allée et tout. Et en fait, c'est ma vie d'amour, genre. Et quand il est là, il est venu à Paris, il était à la maison avant qu'il parte vivre à Bali. Et en fait, depuis qu'il est parti à vivre à Bali, je sais pas trop pourquoi, mais plus trop de contact avec lui. No Nico, no news. Ouais. Mais je pense aussi, il a sa vie là-bas maintenant, il est en couple. Donc peut-être que... Oui, ça peut se comprendre. Oui. Mais pour moi, je le considérais vraiment, genre, c'est un de mes premiers amis, j'ai pas peur de mettre le mot ami, garçon, qui n'avait pas spécialement d'arrière-pensée bizarre ou quoi, avec qui j'étais super proche, vraiment, genre, j'aurais pu dormir avec lui dans un lit, il se serait rien passé. Même il m'a vu, je pense, à poil, avec mes seins comme ça, en train de les cacher, sans vraiment, je l'aimais trop. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de doudou quand j'étais petite, j'en avais, mais j'ai jamais eu de doudou comme les filles, elles ont. Et je trouve ça trop mignon, où on s'attache, où vraiment on peut pas dormir sans. Et quand il est venu à Paris, il m'a offert un doudou et je dors toujours avec. Il m'avait mis son parfum avant de partir. C'est mignon tout ça, ouais. Dis donc. Merci Léa pour ces confidences. Avec plaisir. Merci beaucoup. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Léa-Garf. Ton compte TikTok, c'est Léa Garfin. C'est ça. Voilà. C'est easy. Merci Léa, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous pouvez le dire avec moi à la fin de chaque interview à force. Ciao. Et big up à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'interview. Je pense à vous. Voilà, toi qui es resté jusqu'à la fin de l'interview. Et toi qui es gentil parce que j'ai regardé... En plus, Anouchka m'a dit ne regarde pas les commentaires et tout. Et je me fais quand même allumer sur les commentaires de la première interview. On se fait tous allumer dans les commentaires de façon générale. Franchement, les gens sur TikTok sont plus gentils que les gens sur YouTube. Moi, ça m'a grave...
Franchement, je regardais tout, j'avais, je pense, aucun commentaire gentil. Et surtout, c'est que c'est dur aussi de se dévoiler parce que là, je m'ouvre ouvertement et je parle de mon passé, je parle de moi, je parle des choses qui m'ont touchée. Bien sûr. Aussi, il faut savoir que j'ai 20 ans, donc je m'exprime pas forcément bien. Ah si, tu t'exprimes très bien. Je me perds un petit peu des fois dans ce que je raconte. Et surtout, au moment où je parle de ma relation avec Arthur, et en fait, on me dit, mais cette fille, elle a l'air perdue, elle est hyper, elle se contredit, etc. Mais c'est juste que il y a trop d'émotions et que j'arrive pas forcément aussi avec le TDAH. C'est que mon cerveau veut dire quelque chose et veut aller dans un endroit et je suis super maladroite. Donc va dans un autre endroit et du coup, ils ont pas été gentils. Alors que je suis super gentille, mais moi, et ben voilà, rattrapez les commentaires du Aja qu'on avait fait avec Léa il y a quelques semaines maintenant. Je vous embrasse et j'allais dire donc pour finir, si tu es resté jusqu'à la fin, tu marques « Je suis resté ». Ouais, je regarderai les commentaires. Je lis tous les commentaires. Ah bah pas moi. Enfin, je lis tous les commentaires, genre je regarde une fois et je lis. Après, je vais pas tous les jours. Oui, mais moi, c'est pas parce que je m'en fous. On m'a dit, il s'en fout complètement de sa communauté, il lit même pas les commentaires. Non, c'est je me protège. Oui, mais c'est ça. Sur TikTok, je regarde pas. Mais là, c'est que je voulais regarder parce que c'était ma première interview et tout. Bah, c'est important de se protéger dans l'espace digital. Hein. Donc, je vais regarder si vous êtes gentil avec moi, je réponds. Non, je rigole. Allez, on vous embrasse quoi qu'il. Gros bisous. Ciao.